140 conférences d'Université Saint-Jean d'Angely. C'est l'aboutissement de déjà 2 ans de travail. Cette transition, c'est pas un truc gadget pour les bobos. C'est que de toute façon, on y est confronté, qu'on le veuille ou non. Aussi bien les perturbations climatiques que la fin des ressources et que les conséquences de ces perturbations climatiques vont faire que nos activités actuelles ne sont plus soutenables. On pourra plus consommer autant, on pourra plus se déplacer autant, on pourra plus faire venir de la nourriture de l'autre bout du monde. On devra accueillir des gens, réinstaurer des réseaux locaux, solidaires, coopératifs. Donc en gros, on doit passer, pour être résilient, d'un modèle de compétition vers un modèle de coopération. Est-ce qu'on peut dire finalement que pour toi, attendre une solution globale du haut, c'est assez illusoire, et ce qui est plus intéressant, c'est de travailler au niveau des microcosmes, du micro-économique, du micro-tout? Voilà. Alors oui et non. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement attendre une solution, déjà attendre, on n'a plus le temps d'attendre. J'ai un autre problème aussi avec le mot solution, parce qu'une solution, ça suppose qu'on est face à un problème, alors que si on considère qu'on entre par exemple dans une nouvelle époque géologique, c'est autre chose qu'un problème, c'est quelque chose qui n'admet pas de solution, donc c'est dommage pour les gens qui ont des innovations à faire valoir, des choses comme ça, parce qu'elles ne vont pas venir sauver la situation au dernier moment. Plutôt l'empirer vraisemblablement. Il faut effectivement penser des solutions parfois plus locales, parfois à petite échelle, mais en même temps pour faire avec des problèmes qui sont à grande échelle, qui sont aussi des problèmes qui font qu'on est lié à des infrastructures qui sont des infrastructures à grande échelle, le commerce international, l'usage du pétrole, et en fait des choix qui nous engagent aujourd'hui et dont il faut essayer de se désengager, mais on n'a pas les savoirs pour se désengager, on a les savoirs pour fabriquer de nouvelles infrastructures, fabriquer de nouvelles innovations, qui sont des innovations finalement qui ne conviennent pas aujourd'hui à la terre que nous savons habiter. C'était les innovations, comme je dis dans mon intervention, du globe du développement, du globe de la mondialisation. Donc en ce sens, effectivement, cette mondialisation-là, on ne peut plus se la permettre. On n'a pas assez de terre pour le faire. La terre sur laquelle nous vivons n'a pas ces caractéristiques-là. Par contre, étant donné qu'on est pris dans des choix qui eux-mêmes faisait le postulat qu'on vivait sur ce globe, et bien malgré tout, on a affaire à des problèmes qui sont des problèmes un peu globaux, qui sont des problèmes de savoir comment on va faire atterrir, hériter de ces infrastructures qui correspondent à un temps et à un espace qui ne sont plus les nôtres, tout simplement. Et ça, effectivement, ça ne demande pas que de faire du super local, par exemple des projets low-tech, des projets individuels, de petites communautés de résilience. Une question que j'aime bien, c'est, qui n'est pas uniquement locale, mais qui a aussi une dimension locale, qu'est-ce qu'on fait demain d'une centrale nucléaire ? Et en disant ça, je suis ni pro ni anti-nucléaire, c'est même plus la question aujourd'hui. Je pense que même les pro-nucléaires se posent en fait cette question-là, que se posent aussi les anti. Donc finalement, en fait, au-delà des conflits, ils se posent parfois les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on va faire des déchets ? Qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là, etc., etc. Et donc la question, c'est ça. Ça n'a pas été fait finalement pour atterrir. Ça a été fait à un moment donné où on ne s'est pas posé la question de l'après, finalement, du démantèlement de ces choses-là. Aujourd'hui, concrètement, on n'a pas l'argent pour continuer, on n'a pas l'argent pour arrêter, et on n'a pas forcément envie d'arrêter tout de suite parce que ça veut dire recarboner. En France en tout cas, l'électricité, ce qui n'est pas une bonne chose. En même temps, continuer, ce n'est pas une bonne chose non plus parce qu'on ne sait pas quoi faire des déchets. Donc on est dans une situation, mais un peu merdique de ce point de vue-là, mais qui en même temps est très intéressante. Et là, il faut produire de nouveaux savoirs. Donc là, ça qui transcende d'une certaine manière les oppositions. Quel savoir on invente par rapport à ces nouvelles configurations, qui ne sont pas les configurations où on peut juste s'opposer à l'État ou suivre finalement les prescriptions de l'État. On ne peut pas non plus suivre les prescriptions du marché, et donc il faut investir de nouveaux espaces. Dans cette exposition, il y a énormément d'écoles de la ville de Nice qui se sont investies et qui ont travaillé pendant des mois pour produire des œuvres artistiques en lien avec l'environnement, la démocratie, la culture. Okay. Et dans l'exposition, vous trouverez aussi plusieurs artistes qui exposent leurs œuvres. Daniel Van de Velde, qui est un sculpteur qui sculpte dans le bois de manière tout à fait écologique, puisque tout est recyclé. Lydie Vassonville, qui expose des photos qu'elle a prises en mettant en scène des moutons. Et chaque photo est en lien avec un grand thème. Donc ici, l'alimentation transgénique, ici la finance. Il y a beaucoup d'œuvres aussi faites avec des matériaux recyclés. Donc vous avez des fonds de bouteilles, des bouchons, et la vague plastique.
Donc c'est une classe de CP-CE1 de l'école primaire René Arziari. Donc voilà, l'idée qu'il y a une volonté des enfants d'avoir une attitude citoyenne, l'idée qu'on peut utiliser comme nos grands-mères des récipients qu'on réutilise. Alors Anticor, c'est une association qui existe depuis 2002, qui a été créée après le 21 avril 2002, qui avait vu la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Ce sont des citoyens et des élus qui se sont rassemblés en se disant ça ne peut pas continuer comme ça, il faut changer les pratiques politiques, il faut renouer le lien de confiance entre élus et électeurs. Et donc on a depuis 16 ans, on lutte contre la corruption, on promeut l'éthique politique, voilà, avec des tas de moyens, on dépose des plaintes, on propose des chartes éthiques, on fait des conférences, on remet des prix éthiques et des casseroles chaque année. Enfin, voilà, on a des tas d'activités pour essayer de remettre la lutte contre la corruption, la fraude fiscale au centre du débat démocratique. Puis on est sur des scandales tellement énormes, avec des sommes tellement colossales, et finalement on s'aperçoit que les élus indélicats sont recyclés, que les gens votent pour eux. Regardez Balkany, je crois que c'est vrai que ça fait rire toute la France d'avoir un maire qui s'appelle Balkany, réélu tous les 6 ans par les citoyens, avec des casseroles de tous les côtés. Enfin, c'est même plus les casseroles, c'est une cuisine équipée. C'est vrai qu'on prend ça avec humour, parce que quelque part, comment supporter la situation qui est voulue par les citoyens. Nous, bien sûr qu'on pointe du doigt les élus indélicats, mais il y a aussi la responsabilité des militants dans les partis, la responsabilité des citoyens qui votent pour tout ça. En démocratie, on a une société qui est celle qu'on a choisie, qu'on veut avoir. Donc, il y a une grosse marge de progression, comme on dit, et qu'on va peut-être arriver un jour ou l'autre à avoir des élus un peu plus sérieux, un peu plus rigoureux avec l'argent public. C'est aussi de dire, mais n'ayez pas peur, parce que la transition, il y a déjà des gens qui ont réfléchi et qui déjà ont mis des choses en place. C'est ça. Donc le contenu des conférences scientifiques peut être un peu anxiogène parce qu'il montre donc un état de dégradation globale. Sur les assises, ça représente à peu près un tiers des contenus. Les 2 autres tiers, ce sont justement des informations très positives, des initiatives qui vont dans le bon sens et qui sont simples. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les processus de transition n'ont aucune complexité. Il n'y a rien de plus simple que de faire une relation directe entre un producteur et un consommateur. C'est le bon sens qui d'ailleurs existait avant l'industrialisation. Le bon sens qu'on retrouvait dans les campagnes, qu'on retrouve encore dans beaucoup de pays dans le monde, qui a disparu mais qui se reconstitue assez facilement. En fait, on le verra ce soir à la conférence de Pablo Servigne, l'entraide et la coopération reviennent naturellement dans les temps de crise. Ça s'est toujours vu. Il y a des dispositifs de solidarité qui se mettent en place. Tu fais carrément de la démocratie participative à l'Ariane. Est-ce qu'on peut dire ça ? Est-ce qu'on peut définir ça comme ça ? Non, je ne dirais pas qu'on fait de la démocratie participative comme tu dis. On essaye d'activer des groupes d'habitants pour qu'ils répondent à leurs problématiques, qu'ils trouvent des solutions ou qu'ils fassent des propositions de solutions quand c'est trop gros aux institutions locales. Nous, on crée des espaces, les gens se rencontrent et après on accompagne leurs projets. L'idée, c'est de réinventer des espaces. On appelle ça des tiers espaces dans notre jargon, où on prend un emplacement qui va d'insusciter la curiosité. Qu'est-ce qu'ils font là ? On va aller les voir. Et puis petit à petit, se réapproprier l'espace public avec nos espaces d'usage. On anime un conseil citoyen avec des groupes thématiques. Et dans ces groupes thématiques, c'est ouvert à tous les habitants qui veulent. Et ils ont la particularité chez nous à l'Ariane d'être proactifs. Donc oui, ils ont fait beaucoup de choses. D'aller à la rencontre des habitants avec une petite carriole qui ressemble à un marchand de glace. Elle s'ouvre, on étend une carte du quartier et on travaille selon les thématiques qui sont toujours différentes avec les adultes ou les enfants, mais surtout les adultes. En bas, vous verrez aussi des associations de transport pour l'utilisation du vélo. On a vraiment énormément il y a 10 thématiques qui sont couvertes dans les assises. Comme dans les conférences. Donc voilà, ce sont les mêmes thématiques qui sont dans les conférences, comme alimentation, démocratie, etc. Et Jean-Noël Montagnier a prévu 10 télévisions avec des films qui tournent en boucle et qui expliquent donc, autour de chaque thématique. Les gens peuvent venir et regarder en boucle les vidéos. Voilà. Ça donnait beaucoup de mal. J'étais là de 9h du matin à 9h du soir avec beaucoup de bénévoles qui nous ont aidés. On n'aurait pas pu le faire seul, c'est sûr. Il y a beaucoup de bénévoles qui viennent, qui se mettent à disposition et qui nous donnent un coup de main.